l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog macabre, vlog nocturne. Je vous avoue, j'avais pas d'idée de contenu. Il y a du contenu qui arrive semaine prochaine, mais j'ai vu que cette semaine j'avais pas fait de vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit vlog nocturne, sachant que j'avais envie de sortir, enfin nocturne. Il est 21h17, mais bon, la nuit elle va pas tarder à tomber, je pense. Mais j'ai pas trop envie qu'il fasse nuit noire parce qu'à chaque fois que je faisais des vlogs nocturnes, on voyait rien. On voyait rien et des fois je mettais la petite loupiote, mais on voyait pas grand chose non plus. Donc cette vidéo ça sera un peu pour les vrais, on va dire, même si je me prends pour personne. Je sais qu'il y a quand même quelques personnes qu'à chaque fois, et ça fait extrêmement plaisir que quand je vois vos commentaires, pardon, et que c'est souvent les mêmes personnes qui regardent mes vidéos, ça fait vraiment kiffer. Donc ça sera surtout pour vous, quoi, pour les gens qui suivent réellement mes vidéos, parce que je sais que les vlogs macabres font forcément moins de vues parce que ça touche moins de personnes. Enfin, en fait, beaucoup plus de gens s'en bat les couilles, on va dire, que par exemple je fais un stage 2, les mecs, peu importe quitter, ils vont cliquer parce que c'est rigolo, tu vois. Donc voilà, petit vlog nocturne, un peu pour vous raconter un peu tout ce que j'ai fait sur la bagnole, que j'ai pas fait en vidéo, les futurs modifs, la future vidéo qui va arriver. Et là il y a pas mal de choses à vous raconter. Je sais pas si on parlera que de bagnole ou un peu d'autres choses, mais je pense qu'on va quand même parler que de bagnole. Ce que j'ai fait sur la voiture que je n'ai pas fait en vidéo. Faut savoir que j'ai eu un petit problème sur la bagnole, d'un coup, du jour au lendemain. Gros tremblement à partir de 80 km/h, juste quand j'accélérais. Je me dis putain, chelou. Je me renseigne un peu, je vois que c'est le flector en fait, le flector d'arbre de transmission, que ça soit celui de l'avant ou celui au niveau du pont, parce qu'il y en a deux plus le palier au milieu. Donc je vois que c'est ça, je commande la pièce. Également plaquette arrière, étrier arrière gauche, parce que mon étrier arrière gauche était grippé et j'avais que l'arrière droit qui était changé. Donc étrier arrière gauche. J'ai commandé des joints d'injecteur, je vous dirai pourquoi plus tard. Et je vous ai dit plaquette. Bah oui, je crois que je vous ai dit plaquette. Donc j'avais aussi commandé le palier parce que je savais pas en fait si c'était le palier qui faisait la vibration ou le flector. Donc j'ai commandé flector palier. Du coup j'ai renvoyé le palier parce qu'il me sert à rien. J'ai pris livraison autodoc. Je vais peut-être mettre la petite loupiote comme ça, peut-être qu'on voit un poil mieux. Même s'il fait pas très nuit, c'est pour éviter les problèmes au niveau de la vidéo. Donc j'ai renvoyé le palier parce que effectivement c'était le flector. Enfin, je démonte, je regarde, je mets la voiture sur le pont, je la fais tourner comme si je roulais, et je vois le flector il tourne pas très rond au niveau de celui du pont, donc celui à l'arrière. Je vois il tourne vraiment pas rond, donc je me dis, et pourtant il était pas niqué en fait, il était fissuré parce que je regarde, c'est un origine BM, donc le flector il a presque 20 ans et 264 812 km. donc je vois il était fissuré mais pas tant que ça, et je regarde celui de l'avant, presque neuf, c'est une façon de parler, mais pour 260 000 il est encore en excellent état, donc je me suis dit c'est forcément celui de l'arrière, et dans tous les cas même si c'est au pire les deux, j'en rachète un, et puis c'est chiant mais bon c'est comme ça. Donc je me dis je vais changer celui de l'arrière, donc je démonte etc, et là je vois une vis cassée net. Une vis sectionnée net, donc je me dis putain, bah, c'est sûrement ça en fait qui fait la vibration et pas le flector directement. Donc je démonte, je mets le nouveau flector, je mets les vis qui vont avec, bref, et plus de vibration. Donc c'était bien en fait la vis qui faisait la vibration. Je ne sais pas le pourquoi du comment elle s'est cassée, sûrement à cause des arrêtés de Golemont. Mais je pense que c'est à cause de ça, parce que le pont il prend d'un coup dans la gueule, et forcément le flector aussi, ce qui est logique. Donc voilà, vis sectionnée, donc je change le flector, et c'était évidemment ça. J'étais content parce que je ne pouvais pas rouler en fait, parce que c'était de pire en pire. Je ne pouvais pas rouler à plus de 60 sans vibration, c'était insoutenable. Donc là je l'ai changé, là je suis à 80, le volant tremble pas, rien tremble, parce que c'était vraiment tout l'habitacle. J'avais carrément mon rétro, il bougeait, le rétro intérieur il tremblait, c'était ignoble. C'était vraiment une des pires choses que j'ai eu sur ma bagnole. Bon, c'était pas la pire à changer parce que c'est pas chiant à changer. T'as 6 vis, tu dois peut-être enlever le pare-chaleur, c'est tout. T'es pas obligé de déposer la ligne parce que quand tu changes le palier, t'es obligé de déposer la ligne. Et quand tu changes le palier, t'es obligé de faire ça bien parce que sinon, en fait, c'est calibré, je
sais pas si on peut dire ça, mais en gros si tu remets ça mal, bah, même à l'arrêt ta bagnole elle va vibrer en fait. Donc heureusement que j'ai pas eu à changer le palier, parce que j'ai aussi vérifié l'état du palier et il était en bon état. Et étant donné qu'en fait sur Autodoc ils aiment bien faire ça, tu commandes une pièce par exemple Febstein, comme j'ai commandé le Flector, enfin j'ai pas commandé cette marque pour le palier, mais bon bref, vu que la marque là n'a plus de stock, ils t'envoient leur marque. J'ai reçu du Big Starks, donc j'ai préféré même pas le monter, vu qu'étant donné que l'autre il était pas en mauvais état, je préfère rester avec un qui est pas neuf que monter de la merde Starks, enfin de la merde. J'ai pas envie de me faire supprimer cette vidéo parce que je critique Autodoc, parce que j'aime bien Autodoc, hein, je commande beaucoup là-dessus, mais je trouve vraiment pas ça correct que quand il y a une pièce pas en stock, tu dis juste qu'elle est pas en stock quoi, t'envoies pas une autre marque, ça c'est juste une question de principe. Enfin bref, Autodoc ne regardera jamais cette vidéo mais bon c'est pas grave. Donc je change également étrier arrière gauche qui était grippé. Je crois que j'ai pas de photo de plaquettes, mais si je les ai je vous les mettrai. Les plaquettes arrière gauche, elles étaient usées, vraiment pas droit déjà, et il restait rien sur la plaquette, alors que arrière droit les plaquettes étaient presque neuves. Bon je les ai jetées hein, parce que je vais pas m'amuser à garder un jeu de plaquettes arrière droit, surtout qu'il m'avait envoyé également du Starks parce que les plaquettes avaient 2 mois. Mais bon bref, vu le prix que ça coûte, ça m'avait coûté 20 balles, je m'en fous, c'est pas très grave. Donc j'ai commandé du Brembo classique en fait, pas des plaquettes sport ou je sais pas quoi, juste du Brembo classique, parce que l'arrière, bon, faut que ça soit de la bonne marque, faut que ça tienne dans le temps, mais que ça freine ou ça freine pas, enfin c'est façon de parler, mais t'as allez 30% ou 20% de freinage à l'arrière, c'est pas ce qui va changer grand chose de mettre du Endless ou du Ferodo Racing à l'arrière en fait. Donc j'ai mis du Brembo classique, donc ça reste de la qualité, hein. Brembo j'aime bien. Donc voilà, étrier arrière gauche, j'ai pris par contre de la marque Autodoc, donc là pour le coup je vais pas leur cracher dessus, parce que pour moi un étrier ça reste un étrier. Si tu restes sur de l'étrier classique, c'est allez, plus ou moins la même chose. Bon, on va peut-être dire qu'ils tiendront moins longtemps que ceux de BM d'origine, mais bon, c'est pareil, un étrier je l'ai payé 25 balles, c'est pas pour ce que ça coûte, c'est pas très grave, donc j'ai pris du Ridex en étrier classique, donc ça fait le taf. Au moins j'ai 2 étriers neufs à l'arrière, j'ai aussi mes 2 étriers neufs à l'avant qui ne sont pas montés, parce qu'il faut que je change, je sais pas si j'en ai parlé non plus, il faut que je change les supports d'étrier, parce que c'est pas vraiment la bonne référence, et je crois que là je suis en 54 et les autres c'est du 57 mm en termes de piston, ça freinera un peu plus fort, et pareil par contre je crois que c'est de la matière en aluminium, donc ça pèse moins lourd, donc c'est cool. Et pareil, j'ai envie de repartir sur du neuf avant-arrière. J'aime bien avoir plein de pièces neuves sur ma voiture, je suis mentalement heureux quand je sais ça. Et surtout que moi, je pense que les étriers aussi sont d'origine, c'est pour ça que les arrières étaient fortement grippés. Donc voilà, du coup j'étais obligé de faire une purge, ce qui est logique. Purge pareil, pas compliqué, on fait ça tranquillement avec un ami. Parce qu'une purge tout seul c'est impossible, à part si vous avez le matériel, pardon, et j'ai pas le matos pour faire la purge seul. Donc on a fait la purge à 2, quelqu'un appuyait, enfin il appuyait sur la pédale de frein pendant que moi je serrais, desserrais la vis de purge. Rien de compliqué, hein, rien de compliqué. Donc voilà, donc on a parlé des plaquettes, de l'étrier, du palier, enfin du Flector. Je crois qu'on a parlé de tout de ce qu'on a fait sur la voiture. Ouais, je crois que c'est tout. Pareil, petit problème, serrure morte à l'avant droit du coup. Serrure côté passager à l'avant droit morte. Donc j'ai un peu le seum, parce que c'est un peu relou, hein. Elle s'ouvre de l'intérieur, mais en fait avec la centralisation ça marche pas en fait. Donc c'est la serrure qu'il faut changer, donc j'avoue que ça me fait un peu chier.
des bras ou même des amortos quand tu vois qu'ils sont bouffés de rouille alors que les bagnoles elles ont 10 ans. Je trouve ça vraiment n'importe quoi. Bref, c'est pas le sujet. Faut que je change la serrure bientôt. Enfin, bientôt. Peu importe. Hein, là, je suis principalement tout seul dans ma voiture, donc c'est pas très grave. Et même dans tous les cas, j'ouvre de ce côté-là, c'est pas non plus très grave, quoi. Donc voilà. Je vous ai parlé aussi des joints d'injecteur, pardon, parce que je vais passer à un stage 2+, on va dire. Parce que ça reste encore un stage 2. Stage 3 pour moi, c'est vraiment un jour turbo ligne. Quand tu commences vraiment à avoir toute la limite de la voiture et que la prochaine étape c'est forger piston ou alors changer les pistons tout simplement, et que là ça sera un stage 4. Donc bref, c'est pas non plus le sujet. On va changer les nez d'injecteurs, pas les injecteurs directement, mais les nez d'injecteurs, j'ai plus la ref en tête. C'est DLAA, DLLA 140, ouais je sais plus, j'ai plus du tout la ref en tête, j'ai pas envie de vous dire une connerie, mais en gros c'est des injecteurs pour 35D en gros. Donc j'avais pas envie de changer les injecteurs directement parce que j'aurais changé les injecteurs, j'aurais mis des injecteurs de 35D de 72, j'aurais pris de l'occasion parce que je suis un rat et que des injecteurs ça coûte une giga couille, bah je serais tombé sur des injecteurs de merde et ça m'aurait cassé les couilles. Donc au final je préfère prendre les nez, étant donné que je sais que mes injecteurs sont pas morts, je vais changer les nez, je serai tranquille. Et puis voilà, ça sera très bien et ça sortira la même puissance, on va dire. Je vais pouvoir tirer 220 chevaux, 215 il m'avait dit le préparateur, 215, 220 en exploitant au maximum le turbo, parce qu'après pour tirer plus il faut changer le turbo et en soi on va dire que ça n'a pas forcément grand intérêt parce que pareil, 230, 240 tu tires pas plus si tu veux rester fiable, et encore 230, 240 t'es pas non plus une fiabilité hors norme si tu roules tous les jours, parce que le bloc il est pas censé supporter ça. Enfin c'est surtout au niveau des pistons, les pistons ils vont vite rejoindre 10, donc après ce qu'il faut c'est passer sur les pistons de la 335D ou ouais la 335D ou 535, enfin le bloc M57 quoi. Donc enfin M57 en 35D, parce que là d'origine j'ai les pistons de la 330D de 231 par exemple, donc enfin, j'ai toute la base du M57, la chaîne, les pistons, etc. Donc voilà, on va passer sur ça, on va tirer 220 chevaux et à peu près on va dire 440 Nm, plus ou moins, je vous fais une estimation. Donc c'est pareil, après j'ai pas envie de tirer plus non plus, j'ai pas envie de changer le turbo, parce que si je change le turbo, bah, ça me ferait chier de gagner 10 chevaux, parce qu'après il faudra forger le bloc, donc après c'est une chaîne sans fin en fait. Mais ça peut être un beau projet quand même de forger un M47 parce que ça se fait rare quand même. Pourtant c'est un très beau bloc pour la préparation, tout le monde se branle sur les 1.9 TDI, mais demain par exemple tu prépares un M47, tu mets un stage 2, tu tires 180 chevaux, et aujourd'hui les mecs qui tiraient 180 chevaux sur un TDI, j'en sais rien, un TDI 110, bah, ils sont obligés de mettre échangeur, ligne, enfin ils sont obligés de mettre beaucoup plus de choses que, alors qu'un M47 tu mets une ligne, un filtre à air et tu mets la carte. Donc le M47 est une très bonne base. Après elle est moins exploitée parce que ça coûte plus cher en soi. Les pièces coûtent plus cher, c'est moins répandu, donc tu trouves moins de pièces. Rien qu'un échangeur, si tu veux un échangeur plug and play on va dire, de M47, t'en as pour minimum 400 €, et de l'échangeur de marque, parce que t'as pas d'échangeur de sous-marque quand tu veux un échangeur de M47 plug and play. Donc c'est pour ça que en fait le M47 est moins préparé, parce que c'est plus cher, l'achat de la bagnole c'est plus cher, et en soi on va dire que en termes de puissance, enfin en termes de rapport poids puissance prix, le TDI reste meilleur, parce que le TDI ça pèse rien. T'achètes une Golf 4 ou une Seat ou même des polos, parce que des polos 1.9 TDI, enfin bref tout ce qui est en TDI et qui pèse pas lourd, tu vas mettre 180 chevaux là dedans, tu vas tirer une 318D de 220 chevaux en fait. C'est le rapport poids puissance, hein, ça je ne peux rien dire, je peux que dire respect pour les TDI, parce que franchement ça marche fort, parce que ça pèse rien tout simplement. Donc après en termes de châssis on va dire que c'est un autre sujet, donc voilà. Donc je sais pas quand je vais faire exactement cette prépa là, j'attends encore les nez d'injecteurs, je les ai commandés, donc je vais pas les monter moi-même parce qu'il faut faire leur premier injecteur, etc. Donc voilà. Bon les gars, on a passé un petit coup sur l'auto, parce que rien ne vaut
un petit lavage de nuit, c'est franchement ultra agréable. Enfin, on voit pas trop la caisse là, encore moins en vidéo. Là, bah, j'ai pas refait de modif depuis, j'avais juste rabaissé un peu, pas à l'arrière, mais à l'avant. Parce que l'avant, là, je pense que je suis au max du rabaisse. Enfin, ça frotte toujours pas, hein, mais là, c'est... Je mets une cale, c'est fini. Hein. Je suis même presque à la fin du filetage du combiné, je pense que je peux encore la descendre. Allez, jusqu'à presque là au niveau du pneu, mais là, ça frottera même quand elle sera juste posée, quoi. Donc, le mieux, ça serait juste de mettre des petits bras de carrossage là, et de mettre un léger carrossage pour pouvoir encore plus la rabaisser. Parce que soit ça, bon là elle est penchée, c'est normal parce que je suis dans le trou là. Soit faire ça, soit mettre une petite lame. Mais là si je la rabaisse encore, je mettrai jamais de lame. Hein. Enfin là pour l'instant même une lame tout court c'est pas prévu. Mais voilà. Donc les freins toujours pas changés, hein. Je suis toujours sur du voilé, du percé voilé. Puis voilà. L'arrière non plus, bah l'étrier neuf. Avec la petite plaquette Brembo, pardon. De toute façon, on voit, c'est marqué. Et puis voilà. Non, franchement, je suis super content. Incroyable cette caisse. Là, je parlais avec un jeune monsieur, il était là en train de passer l'aspirateur. Il me disait, putain, elle fait un beau bruit et tout. T'as fait quoi pour faire ça? Je dis, ah, la ligne et petite carto, parce que j'ai claqué un hard cut quand je suis arrivé. Peut-être que c'est ça qu'il a entendu. Et même cette face avant, franchement, je pense que je m'en lasserai jamais. Pour moi, cette face avant, elle fout droit un paquet. Là, on voit pas très bien, mais elle fout droit clairement un paquet. On voit vraiment rien, on dirait qu'il n'y a pas de... Ah, là, on voit mieux. Mais pour moi, elle fout droit un paquet, 100%. Il manque les Angelize. Mais franchement, pour l'instant, c'est pas ça qui me tente à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'elle a quand même une belle gueule. Enfin, c'est sûr qu'avec des Angelize, elle sera vraiment magnifique. Petits Angelize, petit carrossage à l'avant, rien que pour la tenue de route surtout, et pour pouvoir la rabaisser encore un peu. Il y a encore plein de trucs à fignoler. Là elle est mouillée donc on voit pas les rayures, on voit pas tout ça, mais il y a une petite rayure au niveau de la porte. Il y a le capot qui se barre un peu au niveau du vernis là. Là. Je pense j'avais projet comme peinture complète, mais je pense ça arrivera un jour, mais pas tout de suite. Pareil, petite rayure qui se voit quand même pas mal. On voit pas trop à la caméra. Frotter au niveau du... Elle est pas neuve, hein. De toute façon elle est pas neuve. Mais je pense prochaine modif en termes de carrosserie, ça sera le pare-choc arrière. Reboucher les trous, mettre deux petites grilles pour éviter l'effet parachute et pour même ça fait refroidir le pont. Bon, il chauffe pas de ouf, hein, c'est pas une M3. Mais voilà, ça peut être même vraiment super esthétique que les trous de Golemont là. Et peinture complète du pare-choc. Et je pense en même temps je ferai les bas de caisse, les deux bas de caisse parce que les deux sont fissurés. Je pense que c'est quand les mecs ils ont voulu, de toute façon là on le voit un peu, ils ont voulu la mettre sur le pont ou la lever avec un cri, bah ils ont levé sur le bas de caisse. Donc et aussi pareil rayure, mais en soi je la vois même plus. Je la vois même plus cette rayure. À chaque fois qu'on voit ma caisse on dit oh putain t'as une rayure, tu t'es fait rayer ta caisse. Toujours la même réponse, non c'était comme ça quand je l'avais acheté. Et c'est vrai. Donc non franchement cette gueule là, elle est magnifique les gars, franchement elle est magnifique. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'ai pas plus à vous dire, je pense qu'on est déjà sur une vidéo assez longue parce que ça reste un vlog et je vais pas mettre plein de coupures. Donc non, franchement quand je la regarde, franchement je suis fier. Même si j'ai pas fait grand chose, moi-même j'ai fait certaines choses, tout ce qui est frein, flector, maintenant je fais de plus en plus de choses parce que je me dis que quand je laisse ma voiture à un garage, il faut que j'ai un minimum de confiance. Et même si j'ai de la confiance, à chaque fois j'ai du mal. C'est comme les gens qui laissent leur enfant à la nourrice. Je pense que c'est le même état d'esprit. Donc non franchement c'est pour ça que j'essaye de faire le maximum de choses moi-même. Donc voilà. Donc prochaine vidéo, passage au banc. Je sais même pas si je l'ai dit en vidéo. Je sais pas, mais prochaine vidéo, passage au banc les gars, histoire de voir combien elle sort avec le stage de classique avant de pouvoir mettre les injecteurs et la nouvelle carto pour voir si j'ai vraiment les 180. Enfin en vrai j'espère avoir le moins de chevaux possible comme ça. En plus je la passe lundi, donc lundi il fera 33 degrés à l'ombre et je la passe à 10 h, mais à 10 h j'ai regardé, il fait déjà 28 degrés. Donc elle va pas être dans son élément avec la chaleur. Mais j'espère qu'elle sortira le moins de chevaux possible. Comme ça, quand je ferai la carto avec les 220 chevaux,
là je vais sentir une vraie différence. Enfin, de toute façon, même si elle sort les 180, je pense 40 chevaux tu vas les sentir, et surtout au niveau du couple, et une meilleure carto parce que ça sera fait vraiment par un vrai reprogrammateur. Donc c'est bien beau pareil d'avoir 200 chevaux, mais l'utiliser vraiment sur une toute petite plage que d'avoir par exemple 180 chevaux et l'utiliser sur toute la plage. Et les 180 chevaux là, ils marcheront plus que les 200 chevaux juste sur un pic en fait. Parce qu'en soi, la puissance, ça veut rien dire. Hein. Quand on dit par exemple tu as 180 chevaux, c'est vraiment le pic de puissance 180. Hein. Ça se trouve, tu l'as pendant vraiment 500 tours, pas plus. Hein. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!